Je pense que ça a l'air d'être bon. Ouais, c'est Tibar. Pour l'instant, nous avons 0 connecté. Très bien. Non, il y a 12 personnes. Okay. Je pense qu'on va pouvoir commencer. Les gens commencent à se connecter. Vas-y, Ben. On va pouvoir y aller. Okay. On va pouvoir commencer. C'est bizarre, on ne voit plus les compteurs. Bonsoir à tous. Bienvenue à ce Monthly Marty numéro 3, celui de novembre, mais qui sera certainement le dernier de l'année, parce qu'on ne va pas en faire un le jour de Noël, sauf si vous voulez partir sur des projets autour du Père Noël. Donc ce soir, on est très heureux déjà de vous accueillir. Et on va directement commencer sur le programme du jour. Si tu peux changer de slide, s'il te plaît. Donc, un format assez classique. On garde une formule qui marche. On va commencer par l'actualité Data for Good, que je vais vous présenter en une dizaine de minutes. Ensuite, Lucie enchaînera sur comment s'engager sur un projet et on aura quelques personnes qui viendront nous présenter de nouveaux projets. Et enfin, Théo viendra animer une petite séance d'inspiration avec 2 intervenants. Donc pour ceux qui ne nous connaissent pas, on va passer sur qu'est-ce que c'est que Data for Good. Data for Good, c'est une association... l'actualité. Mais on va revenir un peu sur ce que c'est que Data for Good. Data for Good, donc on est une association de professionnels de la data qui venons en support de projets à impact pour les aider sur leurs problématiques data. Une des phrases qui nous avait marqué quand l'association s'est lancée, c'était la phrase de Jeff Hammerbacher, qui est un ancien data scientist de chez Facebook, je crois, qui disait que les plus grands talents de sa génération travaillent sur
comment on peut optimiser le nombre de clics que les gens font sur des pubs. Et c'est pas la meilleure façon, selon lui et selon nous, d'investir notre temps et notre talent. C'est pour ça qu'on a lancé Data for Good, pour pouvoir justement utiliser nos connaissances pour s'engager sur des projets à impact. Mais plus récemment, on a vu une autre phrase qui, on a trouvé, résume plutôt bien ce qu'on fait. Désolé pour la mise en page, j'ai un peu fait ça en 30 secondes tout à l'heure et ça ressemble presque plus qu'à un skyblock qu'à autre chose, mais c'est un peu l'idée aussi. Donc c'est une citation du dernier album d'Orelsan, qui touche à pas mal de choses qui nous touchent à cœur. Des références donc au changement climatique, au fait que la technologie est omniprésente aujourd'hui, que personne n'y comprend grand-chose et qu'au final, beaucoup de gens, dont les professionnels de la data, ont un peu l'impression d'être juste un point et que tout ce qu'on fait va vers quelques multinationales. Et nous, ça continue de toucher et c'est pour ça que depuis 2014, on existe, qu'on a collaboré sur presque 70 projets, qu'on a mené 9 saisons d'accompagnement et qu'on a un stack aujourd'hui avec plus de 2 500 membres. Je pense qu'on se rapproche assez rapidement des 3 000. Peut-être ce sera un de mes objectifs en 2022. Et que c'est une formule qui marche et qu'on va continuer à développer ce projet, notamment avec les Monthly Marty qu'on organise depuis septembre. Donc pour vous expliquer un peu comment l'année 2021-2022 va fonctionner, donc depuis septembre, ouais, on organise des projets un peu plus off-season. On teste des nouveaux formats, on teste le Monthly Marty. C'est pas mal de pouvoir justement discuter un peu de tous les mois de ce qui se passe, de regarder les contacts, comme on n'a plus trop l'occasion de se voir en présentiel. Et en février 2022, on va commencer la saison 10. On va lancer la saison 10. Super excité de relancer une saison. Plein de projets déjà dans les tuyaux. On aura des anciens qui reviendront, sûrement quelques autres projets qui seront d'une qualité assez incroyable et avec plein de choses sur lesquelles vous pourrez vous investir. Et comme je le disais un peu plus tôt, donc depuis quelques mois, on essaye un peu de mieux réfléchir où est-ce que l'asso va. On a de nouveaux membres dans l'équipe. On essaye aussi de s'investir plus dans des grands événements. Comme vous pouvez le voir sur la photo, Théo et Lou, qui est un peu derrière, étaient à la COP26. On a pu rencontrer plein de gens. Je crois que Théo nous fera un petit débrief en janvier sur ce qu'ils ont appris, ce qui les a inspirés, ce qui les a peut-être aussi déçus, frustrés. Et aussi, on participe de plus en plus à de plus en plus de tables rondes avec des acteurs institutionnels. On était au ministère, à des ministères, ministère de la Transition et de l'Écologie, je crois que c'était la semaine dernière. Théo, tu pourras me confirmer ça, ou c'était il y a 2 semaines. On a plein de choses. On a été aussi au ministère de l'Économie. On est invité à plein d'événements. Donc ouais, on veut vraiment faire grandir l'asso, faire en sorte que tous nos projets soient plus visibles et montrer que ce qu'on fait, ça marche. Voilà. Autre actualité avec des grandes guillemets, des grandes guillemets, on comptait organiser un apéro et on compte toujours pour l'instant organiser un apéro avec vous. Conditions sanitaires obligent, ça reste hypothétique.
on va pas forcer la chose. Ça fait presque un an et demi maintenant qu'on est même plus d'ailleurs, presque 2 ans, qu'on est en, en remote, que ça marche plutôt pas mal. Donc on peut encore, je pense, attendre quelques mois avant de se revoir. Mais si les choses s'arrangent et que l'épidémie ne s'emballe pas, on serait très content de vous voir le plus vite possible. Mais bien sûr, dès que les choses reviendront dans l'ordre, on commencera vraiment à se revoir. Je pense que la saison 10, on va essayer un maximum que ça soit fait en présentiel. Slide suivant, s'il te plaît, Théo. On est aussi pas mal actifs sur le Slack. On a créé un nouveau canal en français qui s'appelle Idées, où on vous invite à partager un peu toutes les idées que vous avez, que ce soit liées à de la data, des choses auxquelles vous pensez quand vous êtes sous la douche, qui peuvent avoir un impact. Et aussi, si vous avez parlé des gens, si vous avez un truc, vous ne savez pas si ça a déjà été fait, si des gens connaissent des gens qui travaillent là-dessus, des gens ont déjà travaillé là-dessus, n'hésitez pas à partager. C'est aussi comme ça que les projets se créent, en échangeant des idées, en discutant. Et on aimerait bien avoir des petits projets qui émergent comme ça de la communauté, comme par exemple Théo nous avait présenté la dernière fois et qui va nous représenter un peu aujourd'hui. Donc, je vous encourage à aller rejoindre ce canal. Voilà. Et je ne sais pas si vous avez suivi ça. Depuis quelques semaines, on relaie un peu ce que fait Latitude avec la Transat. C'est la Transat Javab, c'est ça? Ouais, exactement. Super transition. Du coup, j'ai 3 minutes top chrono si j'ai bien suivi. Et on a invité Margot pour nous parler un peu de ce qu'ils font. On est super fan de ce que vous faites et c'est l'occasion d'en parler, surtout que je crois que le bateau arrive dans les jours qui viennent, s'il n'est pas déjà arrivé. Ouais, exactement. Alors, bonsoir pour celles et ceux que je connais pas. Donc nous, Latitude, on est une asso cousine, j'ai envie de dire, de Data for Good. On existe depuis 2017 et notre objectif, c'est d'engager le monde de la tech sur des projets qui ont du sens et de sensibiliser aussi les acteurs de la tech aux enjeux sociaux, environnementaux, du numérique. Et donc, on fait pas mal de formations et d'événements sur ces sujets-là. Et comme le disait Benjamin, on s'est lancé un défi il y a 1 mois maintenant. On a 2 skippers de la Transat Jacques Vabre, du coup, qui est une course au large entre Le Havre et la Martinique, qui nous ont contactés parce qu'ils sont tous les 2 ingénieurs et ils se disaient que ça pourrait être sympa d'offrir la visibilité à une asso en lien avec leurs compétences. Et pendant qu'ils parcourent du coup 4600 milles nautiques sur cette transat, on s'est lancé le défi à terre de récolter 4600 heures de compétences tech. Donc, des compétences qu'a priori, vous avez toutes et tous dans la communauté. Pour vous faire un petit état des lieux de la course, effectivement, le bateau arrive ce soir ou demain matin. Du côté de la course à terre, nous, on a passé les 5000 heures récoltées, mais ça ne veut pas dire qu'il faut s'arrêter en si bon chemin. Donc, le pari est gagné, mais on peut toujours continuer. On peut donner à partir de 1 heure, donc je pourrais vous remettre le lien dans le chat. Et pour vous donner une idée, 1 heure, par exemple, ça permet d'aller échanger avec une association sur ses défis. Par exemple, elle a envie de constituer sa base de données, mais elle ne sait pas trop par où commencer. Ou alors, elle aimerait mieux comprendre et mieux analyser les bénévoles qui passent par l'asso. Donc, c'est ce qui est possible de faire en 1 heure. Après, par exemple, en 16 heures ou plus, vous pouvez participer à des hackathons, vous engager sur des projets. Et on va notamment travailler avec des acteurs comme Data for Good pour utiliser ces heures. Donc, si vous faites des dons d'heures, vous pourrez aussi vous positionner sur des projets portés par Data for Good. Quelle bonne nouvelle! Voilà, donc c'est à peu près ce que j'avais à vous partager. Je vous remettrai. Ah bah parfait, je pense que Théo ou Benjamin ont déjà mis le lien dans le chat. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et merci pour votre soutien dans cette course aux heures. Félicitations. Votre liste est remplie
et je pense que ça aide beaucoup à donner de la visibilité à toutes les assos for good. Et super curieux de voir comment ces heures vont être utilisées dans les mois qui viennent. Carrément. J'espère qu'on reviendra pour vous en parler. Totalement. C'est une invitation. Et puis hâte de voir le bateau arriver dans les heures qui viennent. Top. Merci toute l'équipe. Merci beaucoup, Margot. Je vais passer la main à Lucille qui va vous parler de comment s'engager sur un projet dans les semaines qui viennent ou les jours qui viennent d'ailleurs. Est-ce que vous m'entendez bien? Ouais. Super. Du coup, donc effectivement, là, l'idée, c'est de vous présenter 3 projets sur lesquels vous allez pouvoir vous engager, en plus des projets qui sont déjà en cours depuis septembre. Donc, comme disait Benjamin, on a un peu tenté un nouveau format ce semestre-ci, qui est pas vraiment une saison. Mais du coup, on lance des projets régulièrement en attendant la saison 10. Et donc là, cette cette semaine, on a 3 projets. Donc, je vais les inviter dans l'ordre à venir sur scène. Pour vous faire une petite intro, donc d'abord, on a un projet Avastar qui est porté du coup par Nicolas et Tanguy, où l'idée vraiment est de donner de la visibilité à des utilisateurs sur en fait quelles infos personnelles sont dispo sur la sphère publique et comment du coup reprendre possession de celle-ci. Ensuite, on aura un projet plus scientifique sur l'aspect recherche et lutte contre le cancer, qui est déjà porté par Joggle. Donc c'est un projet un peu plus mature où du coup vous allez voir comment vous pouvez vous engager sur un projet qui existe depuis un peu plus longtemps. Et enfin, Code Carbone, qu'on a accompagné pendant la dernière saison et qui du coup a des nouveaux besoins. Et donc c'est Victor qui viendra vous parler de comment vous pouvez vous engager sur Open Carbone pour les semaines à venir. Donc je vais inviter, moi je sais pas si tu peux le faire, moi je n'ai pas mis. Ah bah super. Donc Tanguy qui va nous parler d'Avastar, je ne sais pas si Nicolas aussi. Super, du coup je vous laisse la parole. Si vous avez des questions, vous pouvez les poser sur le chat. Et je vous laisse expliquer le projet et les besoins et partager votre écran. Ok. Bon, bonsoir à tous. Je ne sais pas si vous pouvez voir mon écran. Hop. Ouais. Ok, bon, super. Bon, très heureux d'être avec vous ce soir. Donc, on est là pour présenter notre projet Avastar. Donc, avant de rentrer dans le dur et de parler un peu plus du projet en tant que tel, on va commencer par se présenter. Donc, je m'appelle Tanguy. Ça fait 2 ans que je suis data analyst chez Dashlane, qui est un gestionnaire de mots de passe. Et moi, c'est Nicolas, donc je suis physiquement en face de Tanguy, là. Et ça fait également 2 ans que je suis data analyst chez Caféine, dans la presse digitale. Tanguy et moi, on s'est rencontrés en junior entreprise à l'EDEC. Ça fait depuis la JO qu'on bosse ensemble sur des side projects, dont Avastar, sur lequel ça fait 1 an et demi qu'on est dessus. Ok, donc maintenant, pour parler un petit peu plus de qu'est-ce qui nous a amené à lancer ce projet-là, en fait, quelle est la problématique qu'on veut résoudre avec Avastar. Donc, pour donner un peu de contexte, il y a 1 an et demi, en fait, on a vraiment une prise de conscience. On a souhaité comprendre quelles étaient l'ensemble des données disponibles à propos de nous sur Internet, comment elles étaient collectées, qui est-ce qui les détient. Et dans cette recherche, en fait, on est passé par plusieurs étapes, dont celle qui a été de télécharger l'ensemble de nos données personnelles sur les différentes plateformes et applications qu'on utilise au quotidien. Et en fait, en faisant ce travail-là, voilà ce qu'on a obtenu. Donc ça, c'est quelques visualisations qui représentent un peu un résumé, en fait, à mon échelle. Donc, quand j'ai téléchargé mes données personnelles, j'ai récupéré donc sur Facebook, Google, Instagram, Amazon, Apple, Twitter, etc. Donc des plateformes très communes. J'ai récupéré plus de 359 fichiers différents dans des formats en CSV, en JSON. Ça a pris à peu près 8 jours pour la récupérer. Ici, le constat, il est très simple. C'est qu'aujourd'hui, pour avoir une visibilité sur qui on est sur Internet et quelles sont les données qui sont disponibles à propos de nous, c'est très compliqué. Ça demande à la fois des compétences techniques. Comme vous voyez, il y a plein de fichiers à traiter, il y a des formats différents, donc ce n'est pas accessible à tous. Et ça peut aussi être très consommateur de temps. Donc nous, pour résoudre, donc à partir de ce constat-là, en fait, on avait cherché à développer une première solution.
Donc, on a déjà développé un premier POC que vous allez pouvoir voir là. Et en fait, l'idée, c'était de développer une web app qui permet, donc à partir de l'ensemble des données qu'on a récupérées sur les différentes plateformes, de automatiquement visualiser qui on est sur Internet par en fait la data vise et de comprendre en fait un peu mieux quelles sont les données disponibles à propos de nous. Donc là, c'était la première étape en fait qui a été de déposer les données. Donc globalement, vous pouvez voir qu'il y a 2 sections dans la web app. Donc là, j'ai stoppé la démo, mais en fait, ça, c'est la première étape qui est un peu mon activité, donc ce que les autres et moi partagent à propos de moi sur Internet. Donc globalement, vous pouvez voir différents KPI comme l'ensemble des commentaires que j'ai pu déposer, l'ensemble des photos disponibles, ma dernière adresse IP qui a été collectée. Donc, c'est une web app qui est interactive. Donc, voilà, vous pouvez voir que globalement, il y a plusieurs, il n'y a que 2 plateformes pour le moment. Et donc, vous pouvez aussi filtrer les données dans le temps pour voir un petit peu l'évolution de votre trace numérique. Et ensuite, il y a une deuxième section qui est en fait dédiée à visualiser un petit peu en fait, votre comportement sur Internet, donc qui va s'afficher maintenant. Donc, quelles sont les données comportementales qui sont collectées par les plateformes, les données de localisation, d'utilisation de produits, de transactions. Et une deuxième section qui est l'ensemble des centres d'intérêt publicitaire qui ont été déduits à partir de votre activité sur Internet. Donc, voilà. Et donc, où est-ce qu'on en est actuellement aujourd'hui? On a observé un réel engouement sur ce type de problématique-là. Pour vous donner un exemple, on a partagé les maquettes de ce POC-là sur le groupe French Startup et en 24 heures, on a reçu plus de 300 préinscrits pour tester cette web app-là. Donc, l'engouement est là, mais on a des challenges techniques qu'on doit surmonter pour en fait proposer cette web app-là à grande échelle. Pour que vous compreniez les challenges techniques-là, je vais vous parler du processus de traitement des données utilisateurs. Aujourd'hui, quand vous déposez votre fichier ou vos fichiers zip sur la plateforme, elles vont transiter par un serveur. Aujourd'hui, c'est une des sur Heroku. Ces données-là, elles sont stockées temporairement. On va avoir des scripts Python qui vont aller parser ces fichiers-là pour créer des objets agrégés temporaires qui sont la source des visualisations que vous avez vues auparavant. Donc, quand on a ça, on observe 2 constats. Le premier, c'est que les données personnelles et qui sont très sensibles transitent par un serveur et ne restent pas en local. Et ça, c'est pas possible pour nous. Et en plus, comme c'est une app qui a, on va dire, un côté back, il faut une grosse architecture pour la maintenir et on ne peut pas avoir un nombre limité d'utilisateurs de façon simultanée. Donc, par exemple, aujourd'hui, à 5, ça casse. Donc, aujourd'hui, c'est ces challenges-là techniques qu'on souhaite résoudre. On a déjà une solution. C'est aujourd'hui, tout est fait en Python et en passant en JS et en récupérant, en streamant les fichiers et en créant les objets temporaires agrégés, on peut le faire en JS et tout en local dans le navigateur. Ce qui fait qu'on aura une app qui sera front-only, plus aucune donnée transite par un serveur, et c'est vraiment notre premier objectif. On a déjà un POC qui nous permet de démontrer la faisabilité de ce processus-là. Donc voilà, ça c'est notre objectif numéro 1. Ok, donc maintenant, c'est quoi les prochaines étapes pour nous? Donc voilà un petit peu une overview un peu de la roadmap, si on veut. Donc comme expliqué précédemment, notre priorité, en fait, ça va être de résoudre les 2 challenges techniques qui ont été mentionnés par Nico, et donc de redéployer la web app en front-only. Donc là, on aura particulièrement besoin de compétences en développement web. Donc ça, c'est des compétences qu'on n'a pas, nous, en tant que data analyst. Et donc ensuite, les 2 prochains items sur la roadmap, ça va être en fait d'étendre le nombre de plateformes supportées. Aujourd'hui, on supporte Facebook et Google. Et notre objectif, c'est d'apporter encore plus de transparence aux utilisateurs sur les applications qu'ils utilisent au quotidien. Donc en ajoutant par exemple Doctolib, Spotify, Amazon, Instagram, n'importe quelle plateforme auquel on peut penser. Et ensuite, aujourd'hui, comme vous l'avez vu, la web app, c'est une photographie en fait de votre identité digitale. Mais ensuite, l'ambition, ça va être vraiment de permettre aux utilisateurs d'interagir avec leurs données et de prendre des décisions sur quelles données ils veulent modifier et supprimer, et ça directement depuis le dashboard. Donc, actionner en fait son identité digitale. Donc là, globalement, vous pouvez voir qu'on a mentionné un besoin primaire qui était surtout sur un besoin de développement web, mais après, tout au long de la roadmap, on aura des besoins de profils différents, que ce soit des UX designers, mais aussi des profils data sur les problématiques de data visualisation, mais aussi de traitement des données. À savoir que nous, la façon dont on travaille, on accorde une grosse importance sur les feedbacks utilisateurs. Donc là, c'est un petit peu une roadmap théorique. Une fois qu'on aura redéployé la web app en front-only, on va vraiment travailler à partir des feedbacks utilisateurs qu'on aura collectés et du coup prioriser en fait ce que les utilisateurs souhaitent voir le plus, donc que ce soit d'ajouter d'autres plateformes ou d'actionner directement le dashboard. Dernière petite slide sur les next steps. Donc, ce qu'on vous propose, c'est dans un premier temps, sur le channel Slack qui portera le nom du projet, on vous déposera toutes les ressources de cette présentation-là, le repo qui est déjà en open source, notre site web. Et dans un second temps, on vous proposera la semaine prochaine une réunion pour aller plus en profondeur sur
la roadmap, le POC actuel et prendre déjà les premiers feedbacks pour ceux qui auront testé la web app. Globalement, nous, notre intérêt, c'est d'intégrer tout bénévole intéressé par ce type de problématique-là au cœur du projet, donc que ce soit d'un point de vue technique, mais aussi produit et stratégique. Et enfin, notre investissement qu'on a dedans, ça fait 1 an et demi qu'on bosse dessus à raison de 3 sessions par semaine. Donc, on a un gros investissement là-dedans et on souhaite continuer sur ce même rythme-là dans le futur. Donc voilà, ça c'était notre projet. En tout cas, merci de nous avoir écoutés. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et sinon, on se reparle sur Slack. Voilà, c'est tout pour nous. Merci beaucoup à tous les deux. En attendant de voir s'il y a des questions qui arrivent sur le chat, on a déjà quelques questions de notre côté. En fait, comment vous allez concrètement actionner des changements? Donc, j'ai compris qu'au niveau de l'utilisateur, il allait pouvoir supprimer ou en tout cas avoir une action sur ses propres données. Mais est-ce que vous avez déjà réfléchi à plus grande échelle de comment, par exemple, des décideurs politiques pourraient utiliser ça pour avoir une action un peu plus large que sur ses propres données à soi? Voilà. C'est une question ouverte. Je ne sais pas si c'est quelque chose qui est déjà dans votre projet ou pas. Alors ça pourrait être tout à fait une piste qu'on pourrait explorer. Globalement, là, on était plutôt à l'échelle des utilisateurs, donc n'importe quel utilisateur d'Internet, quel que soit en fait son statut. Mais c'est vrai qu'on pourrait imaginer pour des personnes qui ont une plus grosse exposition publique, en fait, de pouvoir avoir des différentes façons de visualiser son identité digitale, quels sont les types de données à risque, etc. Et puis, pour ce qui est de actionner ces données, en fait, actionner son dashboard et de supprimer des données directement, là, d'un point de vue technique, je pense qu'on va devoir interagir avec les API des différentes plateformes. Et ça va être un deuxième niveau de complexité qui va être un bon gros morceau, je pense. Ça marche, merci beaucoup. Je vais regarder s'il y a d'autres questions. Alors, quelqu'un qui demande, pouvez-vous donner des précisions sur le profil data? Avez-vous besoin de data engineer? Alors ça, je pense que tout type de profil sera important. On a quand même des flux de données qui sont gérés. Même si tout se passe en local, il y a quand même des gros scripts qui travaillent derrière pour en fait créer, à partir de l'ensemble des fichiers qu'on récupère, créer des objets temporaires agrégés qui sont nos sources de visualisation. Donc, aller streamer l'ensemble de ces fichiers-là, gérer cette quantité de données-là pour en créer des fichiers agrégés. Je pense que dans un premier temps, oui, c'est hyper pertinent. Et après, sur ce qu'on parlait après, de tout ce qui est actionnable par la suite, ça forcément qu'il faudra ce type de compétences-là. Donc totalement. Ouais, créer des pipelines, globalement, ça va être un vrai besoin. Et je vois une question sur si les API existent, c'est un très bon point. Ça, c'est quelque chose que, globalement, c'est aussi l'objectif de ce type de projet-là. Le plus on arrivera à toucher l'utilisateur, le plus ce sera facile ensuite d'obliger les plateformes à rendre encore plus, d'être d'autant plus ouvertes et à donner accès à des solutions un peu open source comme nous, de s'ouvrir en fait et de donner encore plus de transparence aux utilisateurs. Comme dit, non seulement l'objet, ça va être de permettre d'actionner son identité digitale, mais surtout d'éduquer les utilisateurs en leur donnant accès à leurs données. Donc, donner accès, c'est déjà une première chose, et éduquer pour permettre de rendre compte de ce qui existe. Et donc ça, c'est encore un gros challenge. Mais l'éducation, c'est vraiment quelque chose qui est important pour nous. Et je vois une autre question. Est-ce qu'il y aura une Apodroid? Alors ça, c'est une très bonne question. Quand on s'est posé en fait sur comment est-ce qu'on pouvait traiter les données en local, en fait, on s'est demandé est-ce qu'on le fait, est-ce qu'on continue à développer le projet sur le web, ou alors on passe sur mobile, où en fait c'est aussi, on sait que sur mobile c'est possible de traiter, en fait, de tout faire en local, et donc on est tout à fait ouvert à ce genre de choses. La question en fait qu'on s'est posée, c'est est-ce qu'un utilisateur va plus facilement rechercher à visualiser son identité digitale et prendre des actions depuis une application mobile ou alors sur le web? C'est des questions qui sont légitimes et qu'on pourra réfléchir. Et en tout cas, on est très preneur de feedback là-dessus. Super, merci Tanguy et Nico. Pour le reste des questions, je vous propose de répondre directement sur le chat, comme ça on peut enchaîner. Mais merci pour la présentation et on vous donnera ensuite les détails de comment rejoindre chaque projet, mais vous pourrez en savoir un peu plus très bientôt. Du coup, je vous invite à redescendre de scène. Et donc, j'accueille Thomas et Paige, qu'on est ravis d'accueillir pour parler du coup de Epidemium, donc qui est un projet
déjà dispo sur Juggle. Et donc, ils vont nous présenter leurs enjeux pour cette nouvelle saison sur Juggle. On voit bien. Bonjour. Hello tout le monde. Alors moi, je suis Paige. Je travaille pour tout ce qui est gestion de communauté à Juggle et accompagnement de programme. Et Thomas, ici, c'est notre CEO. Et je vais vous présenter un peu ce gros programme qui se passe en ce moment sur Juggle qui s'appelle Epidemium. C'est la 3e saison d'Epidemium. C'est un programme qui, à l'origine, est né à La Paillasse, que vous connaissez peut-être, quelques-uns d'entre vous. Excusez-moi, cette présentation en anglais, je n'avais même pas remarqué. Mais Epidemium, c'est un programme de Open Science. Il a été lancé en 2015 et son but, c'est d'explorer tout ce qui est recherche en cancer, d'accélérer cette recherche, de tester des nouvelles idées et d'améliorer les résultats, en fait, à travers tout ce qui est l'interface entre la data et la recherche dans le cancer. Donc, c'est un programme communautaire qui est, encore une fois, de l'open science. Et les résultats, donc, c'est en participant à ce programme, vous faites partie d'un réseau de partenaires d'une grande communauté. Cette année, on a des nouveaux datasets qui sortent de APHP, donc qui ont été anonymisés par Octopies et qui sont sûrement intéressants à traiter. Et il y a plein de projets qui participent, en fait, qui regardent cette data et qui se disent, moi, je vais approcher cette data de cette manière-là. Et à travers leur projet, ils peuvent être publiés dans un journal médical s'ils sont choisis à l'issue du programme par les comités scientifiques. Epidemium, c'est aussi plusieurs apps. Donc, cette année, on est sur Dataiku et bien sûr Juggle qui accompagne toute la visibilité des projets. Et je vais changer de slide. Hop. Et on a donc 2 challenges qui regroupent eux-mêmes plusieurs projets différents. Donc, le premier challenge, il s'appelle ORL-IA. En fait, ça se réfère à un cancer de la gorge, au ENT cancer, so ears, nose and throat. Et donc, c'est sur tout ce qui est papillomavirus aussi. En fait, les datas qui sont sur Dataiku sont en fait plein d'images qui sont interposées ensemble. Et en ce moment même, il y a plein de projets qui opèrent des algorithmes sur ces données et qui trouvent plein de choses intéressantes autour de la récurrence possible d'un cancer, par exemple. Ce qui est très intéressant pour, bien sûr, les patients et la recherche future. Le deuxième challenge s'appelle Open Data and Environment. Et c'est toute une réflexion sur les données qu'il y a à travers le monde et à quel point elles doivent être nettoyées et standardisées pour qu'on puisse vraiment améliorer la recherche et trouver justement avoir plus de possibilités de health outcomes, pardon. Et tout ça se passe sur Juggle. Donc, bien sûr, nous, on représente Juggle. Juggle, c'est une plateforme, mais c'est aussi une communauté distribuée à travers le monde. Et on crée des fonctionnalités pour tout ce qui est open source et open innovation. Donc, si vous venez sur la plateforme, je vais vous montrer un petit peu. Vous pouvez trouver une grande communauté et plein de projets auxquels participer. On répond à un besoin qui est bien sûr le... Thomas, tu sais comment dire les silos en Les silos. français? Les silos. Il y a des énormes silos entre industrie, entre académie, entre contributeurs individuels et c'est parfois beaucoup trop difficile de se rassembler pour créer des projets à impact ou pour participer à des projets à impact. Et donc, nous, on rassemble tous ces acteurs sur la plateforme et on leur donne la possibilité d'interagir de façon plus simple, plus smooth. C'est donc une communauté globale, comme je vous en parlais. On est un peu partout dans le monde. Vous avez l'opportunité de rencontrer des gens dans tous les continents et de travailler ensemble sur des projets qui ont des valeurs locales, mais aussi globales.
Juggle, c'est aussi un regroupement de beaucoup de compétences. Il y a de la data, il y a du management, il y a du design, et donc c'est l'opportunité de travailler sur des projets de façon holistique et d'innover de façon super intéressante. Aujourd'hui, on a la possibilité de créer des profils sur Juggle, de créer des projets sur Juggle, mais aussi maintenant on a un espace pour les organisations, qu'elles puissent regrouper leurs projets, leurs activités, leurs événements dans un même espace. Si vous regardez le GIF, vous voyez un petit peu toutes les différentes tabs que regroupe une organisation, donc des membres, des projets, des activités, des ressources, des questions, des posts et une fiche contact. C'est une grande communauté. Nous aussi, on a des événements, on a des célébrations, on a un Slack, plein de façons de se rencontrer, plein de façons de rencontrer des collaborateurs sur des projets importants. Mais pour revenir à Epidemium, c'est aujourd'hui, vous pouvez aller sur la page que je vais vous mettre en lien dès que je ne suis plus sur cette présentation. Mais vous pouvez regarder tous les déjà projets. en commentaire. Super. Vous pouvez regarder tous les projets qu'il y a sur cette page d'Epidemium. Et si vous allez sur la tab besoins ou needs, vous pouvez regarder toutes les façons dont vous pouvez contribuer assez directement au projet et contacter très facilement les leads de projet pour leur dire moi je peux faire ça. Le projet va jusqu'en... Il y a l'opportunité de participer jusqu'au 12 janvier. Et on est sur un peu le dernier mois, donc il y a plein de besoins et vous pouvez vraiment avoir un impact. Donc, allez-y. Hop. Donc, l'idée, oui, c'est vraiment aujourd'hui, plus à ce stade, de vraiment aller contribuer sur des projets déjà existants et aider ce qui se fait déjà. Donc, pareil, le processus, c'est de créer un profil sur app.juggle.io, de rejoindre la communauté epidemium.slack.com et puis ensuite, plutôt qu'accéder data echo, ce sera vraiment d'aller regarder les needs directement. La timeline, comme je disais, on est juste ici. Le 12 décembre, c'est quand la submission de projet se finit et le 15 janvier, c'est un événement de célébration. Voilà, et on se rencontre tous les mercredis à 6h du soir, heure française, sur Zoom, et vous pouvez regarder tout ça sur le meetup de Epidemium. Voilà, merci beaucoup. Vous pouvez me contacter si vous avez des questions à page@juggle.io. Et je ne sais pas combien de temps il me reste. C'est parfait. Je ne sais pas si vous avez quelque chose à rajouter, sinon on peut enchaîner sur des questions. Mais si vous avez tout dit, c'est parfait. Du coup, je regarde, il n'y a pas encore de questions sur le chat. Moi, j'ai une première question, enfin, j'ai deux questions. Une qui était sur plus le fonctionnement de Juggle. Je me dis que c'était intéressant d'expliquer comment le matching se fait entre les besoins en recherche et les profils qui veulent contribuer à ces projets. Si vous pouvez nous en dire un peu plus là-dessus. Bien sûr. Ça peut se faire aujourd'hui de deux manières différentes. La première, manuellement, où vous allez pouvoir aller voir en tant qu'individu les besoins des projets. Donc, les projets peuvent déjà exprimer des besoins. Donc ça, c'est vous qui allez faire la démarche. Après, on a aussi initié d'ailleurs, avec l'aide de Data for Good il y a quelques mois, la mise en place d'un premier moteur de recommandation et qui vont justement rapprocher votre profil avec les différents objets qui se trouvent également sur la plateforme. Donc, ce n'est pas uniquement les projets, mais ça va être d'autres profils, des activités qui sont en cours en fait par d'autres communautés. Donc, c'est un peu ces deux moyens-là en fait. Mais aujourd'hui, vous pouvez donc voir ce que le moteur de recommandation vous propose, mais idéalement, c'est d'aller voir aussi directement sur le programme en question, thématique qui vous intéresse, et d'aller dans la section besoins et de regarder à travers en fait cette section-là. Super clair. C'est vrai que ma question était un peu orientée sur le travail qui avait été fait par Data for Good, mais c'est intéressant de voir que c'est utilisé et que vous travaillez encore dessus. Merci beaucoup. Et après, moi, j'avais en tout cas
le temps que peut-être d'autres questions arrivent, j'avais plus de questions sur le projet Epithemium en tant que tel. Peut-être, enfin, comme ça fait 3 saisons, peut-être que vous pouvez nous donner un exemple de succès qu'il y a eu peut-être avec le monde de la médecine et des chercheurs sur les saisons précédentes. Et après, l'autre question, c'était peut-être pour que nos bénévoles se projettent un peu plus. Si là, voilà, quelqu'un qui est expert en computer vision ou data engineer, comment concrètement il va pouvoir s'engager et quels sont vos besoins là ça peut être très court terme, hein, mais juste pour que que les bénévoles puissent se projeter dans le projet. Complètement. Voilà. Donc, en effet, c'est la 3e saison, comme Paige le présentait. Sur les 2 premières saisons, à chaque fois, on a eu plusieurs projets qui sont arrivés au stade de maturité, prêts pour être publiés dans des journaux de la communauté de lecture. Donc, ça a été, pour vous donner quelques exemples, sur la première saison, on a eu comme ça des projets c'était des outils de data-vis pour de données de santé publique pour faciliter en fait le rapprochement pour faire des corrélations simples en fait entre différents éléments qui étaient fouillés dans une base de données qui avait été rapprochée par les différents membres de la communauté. Il y avait aussi une autre initiative qui avait été réalisée où ils avaient été chercher toutes les données reliées au cancer en open data dans le monde, et c'était donné une méthodologie unique. Et donc, il y avait comme ça, je crois que c'est 200 personnes dans le groupe, et ils s'étaient départagés les différents pays, et ils avaient créé une base de données énorme et qui était du coup mise à disposition par la suite. C'est la première fois qu'il y avait un tel rapprochement qui était vraiment fait. Et puis, alors, voilà à peu près le type de projet. Il y en a fait un accompagnement à la publication scientifique parce que il faut mettre en forme en fait de certaines manières pour que ce soit accepté en fait par les comités de lecture. Donc, on assiste de ce point de vue-là si l'équipe en question n'a pas d'expérience sur la publication scientifique. Sur comment on peut contribuer efficacement, en effet, donc il y a déjà des jeux de datasets. Enfin, il y a des datasets déjà prévus qui sont mis à disposition. Si vous vous sentez familier avec ce type de données, voilà, c'est décrit en fait dans les pages des différents challenges. Je vous encourage à aller voir directement et voire même en fait, si l'idée vous en dit, hein, de développer un projet nouveau à part entière, si ça correspond en fait à si vous avez une intuition sur le problème en question. Est-ce qu'il y a des exemples? Je vois qu'il y a une question. Est-ce que vous avez des exemples de projets data qui ont été menés sur Juggle? Oui, je peux en donner plusieurs. Par exemple, pendant le Covid, on a fait une très, très grosse mobilisation. On a mobilisé plus de 4000 personnes. Donc, il y a plus de 150 projets qui ont été réalisés. Et donc, pas seulement en data, hein, il y en a beaucoup qui ont été faits, par exemple, en open biotech, open engineering, etc. Mais sur la data, on a eu des projets qui ont tourné autour de l'intelligence artificielle, par exemple, pour détecter en fait si on pouvait diagnostiquer le Covid à partir par exemple du son de toussement, ou alors juste il y avait un projet qui s'est vraiment intéressé aux données personnelles qui étaient produites par les objets connectés pour voir pareil si on pouvait faire du diagnostic. Ça a été également des projets de sciences sociales qui sont intéressés à rapprocher toutes les données qui correspondent en fait, qui peuvent décrire les types de réponses gouvernementales face au Covid et de pouvoir les comparer. C'est un projet à la base même qui est parti d'un consortium académique et qui est venu sur Juggle pour pouvoir trouver en fait de l'aide en data science d'ailleurs spécifiquement. Super, merci beaucoup, c'est hyper excitant d'entendre du coup tous les projets que vous accompagnez. Et donc pareil, on vous donnera plus d'infos sur comment rejoindre cette 3e saison d'Epithemium. Merci à tous les deux. Et du coup, je vais inviter sur scène Victor de Code Carbone qui est là. Ah non, c'est Benoît, pardon. J'arrête pas de dire que c'est pas Victor, c'est Benoît. Bienvenue Benoît, et du coup, je te laisse parler de Code Carbone et de vos besoins du coup pour ce nouveau projet accompagné par Data for Good. Eh bien, bonsoir à tous. Alors effectivement, le projet a déjà fait l'objet dans la saison 9, en fait, on a pu développer pas mal de choses. Donc c'était un projet qui existait déjà avant, qui a été créé à la base par Joshua Benjo, qui est un des pères du deep learning à l'université de Mila au Québec. Et donc l'objectif de Code Carbone, c'est de collecter la consommation énergétique des serveurs qui font en particulier du deep learning ou des gros calculs pour récupérer donc leur consommation d'électricité,
et convertir la consommation électrique en émissions de CO2. Donc ça, c'est quelque chose qui était déjà fait avant d'arriver à la saison 9. Et ce qu'on a fait pendant cette saison 9, c'est d'ajouter une API pour pouvoir centraliser les consommations sur différents serveurs et les agréger. Et créer un outil de data visualisation pour avoir un tableau de bord des consommations, des différents entraînements de modèles que vous aurez pu faire ou de vos différents serveurs, et de les regrouper par équipe, par exemple, ou même à l'entreprise générale, au global. Et alors, Code Carbone, on invite évidemment tout le monde à l'utiliser. Et c'est très simple à utiliser, puisque si votre projet est en Python, en tout cas, vous faites pip install Code Carbone, et il y a un import et un décorateur sur votre fonction principale, et il va mesurer, et ça va suffire pour l'utiliser. Donc, vraiment, n'hésitez pas, et voilà, on est plusieurs aussi, donc vous pouvez remonter des bugs, ça nous intéresse d'avoir vos retours. Et donc l'API, je ne vais pas trop en parler, mais on a du coup une API, comme je vous le disais, qui permet de... Donc on a fait en Fast API, et qui est hébergé chez Clever Cloud, et qui nous offre l'hébergement. Et du coup, on a encore un peu de travail sur l'API, qui est de la sécurisation. Enfin, de toute façon, c'est un projet qui est gros et qui sera jamais fini, je pense. Donc on a toujours besoin de personnes. Mais disons que l'API est bien avancée. Là, j'avais un petit schéma d'architecture où on voit que du coup, on a une API qui communique avec une base de données, c'est assez classique. Et après, les différents packages, les différents lancements que font les différentes personnes, du coup, peuvent centraliser la consommation au niveau de l'API. Et si vous n'avez pas accès à Internet, au niveau des serveurs, il y a aussi un mode déconnecté où les données sont écrites dans un fichier CSV. Et sur la data vise, il y a encore du travail, mais ça a quand même avancé aussi, même plutôt bien avancé hors saison, parce que pendant la saison 9, il n'y avait pas eu trop d'avancée sur la data vise, et là ça avance, on voit les premières ébauches de dashboard qui sont donc branchées à l'API pour consolider les données. Et on a éventuellement aussi des besoins là-dessus, s'il y a des personnes en UX, UI qui veulent participer. Et là où on voulait faire un peu un focus aujourd'hui, c'était sur le besoin pour le CPU, parce qu'on mesure actuellement la consommation CPU au niveau global de la machine, et ça marche très bien pour les processeurs Intel, parce qu'on se base sur un fichier qui est fourni par les drivers Intel, et donc qui s'appelle, le petit nom c'est RAPL. Et par contre, on aurait besoin pour certaines infrastructures, d'être capable de mesurer la consommation CPU uniquement de votre processus d'entraînement et pas celui de votre collègue. Et donc, s'il y a des personnes qui se sentent un peu compétents dans un peu la partie système, ou même si c'est pas forcément... ça reste en Python, il y a des librairies pour regarder les processus, regarder un peu ce qui se passe sur la machine, pour essayer en fait de réaffecter la consommation globale du CPU au processus d'entraînement. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre pour parler de ça. Et voilà, on est, là il n'y a pas les photos de tout le monde, mais on est une dizaine de contributeurs actifs, donc n'hésitez pas à venir nous rejoindre et à poser vos questions également. Je suis à votre écoute. Super, merci Benoît pour l'explication et le récap de là où vous en êtes. En attendant peut-être des questions un peu plus techniques sur le besoin, moi j'avais juste, peut-être si tu peux rappeler du coup ce qui avait été fait vraiment pendant la dernière saison, et aussi du coup peut-être comment vous organisez depuis, donc comment le projet a grandi et continue d'exister depuis la saison 9, et voilà, comment vous organisez entre vous post-saison 9. Eh ben, on a continué finalement à garder le rythme de la saison 9, ce qui est plutôt pas mal, en faisant un meeting tous les jeudis soirs, qui est toujours en français. On fait un meeting tous les jeudis soirs à 19h, plutôt à 20h, pardon. Et avec Victor qui est au Canada et qui continue aussi à suivre le projet. Et donc on est entre 4-5 personnes très actives, et puis une dizaine de personnes en tout qui interviennent ponctuellement. Et c'est un projet qui est utilisé par Hugging Face, par exemple, pour ceux qui connaissent, qui est un peu le leader sur le NLP open source,
et qui l'ont intégré dans leur outil AutoNLP. Donc il y a quand même des acteurs importants qui l'utilisent et on aimerait qu'il y en ait plus. Donc on cherche aussi des utilisateurs sans forcément des contributeurs. Déjà des utilisateurs qui nous remontent des problèmes, qui seraient prêts à tester du coup l'API, des choses comme ça. C'est intéressant aussi de nous rejoindre. Et donc on est sur le challenge Slack aussi 9_code carbone. On a continué à garder ce canal de communication. Ça marche, merci beaucoup. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Pour rebondir à ce que tu disais, est-ce que tu as d'autres exemples peut-être de succès que vous avez eu vous et du coup d'autres entreprises ou organisations qui ont utilisé votre solution? Il y a BCG Gamma qui est un cabinet le Boston Consulting Group, donc qui est un cabinet de consultants qui est aussi un des sponsors du projet et qui fournit du coup des personnes pour contribuer au développement ponctuellement et qui l'utilisent également. Et il y a aussi ici ce qui est aussi un sponsor, pardon, j'ai plus le nom en tête, mais c'est un outil d'AutoML, qui permet de faire de l'entraînement centralisé de machine learning et qui permet de remonter, je vais le retrouver, c'est Comet. Voilà. C'est un outil qui est utilisé par pas mal de monde aussi. Donc c'est une plateforme en fait où vous pouvez entraîner vos modèles de données. Et donc, ils utilisent Code Carbone pour vous dire, votre modèle de données, voilà les émissions de CO2 qu'il a entraînées. Et moi, je l'utilise personnellement à l'Assemblée nationale sur nos serveurs, en fait, où on ne fait pas forcément d'entraînement de machine learning, mais on peut aussi, on l'a lancé. Il tourne en permanence, en fait, comme ça, on connaît la consommation des serveurs tout au long de l'année. Super, merci Benoît. De toute manière, je pense que comme tu l'as dit, le Slack est là pour des personnes qui voudraient rejoindre le projet. Et du coup, merci pour le récap et on va pouvoir passer à la suite. Merci. Merci. Et donc, du coup, pour terminer sur les projets avant de laisser place à nos intervenants inspirants de la soirée, même si les 3 projets étaient déjà très inspirants. Je ne vais pas rentrer en détail dans chaque projet pour qu'on ne passe pas trop de temps là sur cette slide, mais on a du coup encore tous les projets qui ont été lancés du coup depuis qu'on a mis en place ce système de Monty Marty qui sont encore en fait en cours de développement. Et donc voilà, vous voyez sur cette slide les différents projets sur différents aspects. Donc sur le cinéma et la représentation des femmes, des sujets plus sociétaux, des sujets environnementaux. Il y en a vraiment pour tous les goûts. Donc, n'hésitez pas. Et du coup, comment les rejoindre? Julien, tu changes de slide. Je ne sais pas s'il y a encore une autre slide. Non. Oui. Bon, les slides ne suivent pas, mais je voulais juste indiquer que pour rejoindre les projets, c'était bloqué. Pour rejoindre les projets, il suffit du coup de rejoindre notre Slack. Donc, pour tous ceux qui sont ici, qui ne sont pas sur le Slack, vous avez le lien, on va le remettre dans le chat. Et une fois que vous êtes sur le Slack, vous allez pouvoir trouver en fait facilement tous les channels qui correspondent à un projet. Donc, ceux d'aujourd'hui, on va créer les channels à la fin de la soirée ou dans la semaine. Et pour ceux qui existent déjà, en fait, vous avez donc le hashtag off-season qui regroupe tous les projets off-season. Et Code Carbone, comme le disait Benoît, c'est un projet de la saison 9. Donc, ils ont gardé leur Slack de la saison 9. Mais voilà, vous pouvez y aller, demander les besoins, discuter avec les porteurs de projet et vous mettre à contribution du coup sur le projet de votre choix. Voilà. Du coup, moi, je vais sortir de scène et je vais laisser la place à Théo qui va nous présenter les intervenants pour la suite de la soirée. Merci, Lucie. C'était un peu abrupt, trop bien. Mais au moins, on est quasiment à l'heure. Pour une fois, on ne va pas être en retard d'une demi-heure. On devrait juste dépasser de 10 minutes, on va dire. Et on passe sur la 3e partie de soirée. On a envie aussi de vous laisser pas que avec
des projets à faire, parce que pas tout le monde a forcément le temps, le moment venu, de participer à ces projets-là, mais aussi d'avoir des histoires inspirantes pour vous inciter à vous engager auprès d'associations, auprès d'ONG, dans votre travail, d'une manière ou d'une autre. Donc, on vous a présenté déjà pas mal de choses aujourd'hui avec différentes associations. Et là, ce soir, on a deux histoires nous, on pense inspirantes et qu'on espère qui vont vous intéresser. D'ailleurs, il y a aussi des choses à faire avec eux aussi, mais en tout cas, ce qui est intéressant, c'est aussi leur histoire et ce qu'ils ont à vous raconter aujourd'hui. Et donc, on va accueillir deux personnes aujourd'hui. Angel de l'ADA Tech School, qui va nous raconter des choses sur comment on peut créer une école de code qui permet aussi de rétablir une sous-représentation féminine, mais pas que, dans le monde de la tech, avec pas mal de questions qu'ils se posent et qu'ils essayent de faire dans un parcours de formation qui est un peu différent. Et on va accueillir aussi Pierre d'Open Food Facts, qu'on connaît bien parce qu'on a fait plusieurs saisons avec lui, mais qui n'a pas eu besoin de nous pour énormément faire évoluer l'association. Vous connaissez ce qu'il fait sans forcément le connaître dans le détail. Du coup, on est super content de le réaccueillir aussi pour qu'il nous raconte ce qu'il a fait depuis 2013, si je ne me trompe pas, et ce qui aujourd'hui est encore en train de changer, de faire pas mal de choses. Donc, je vais d'abord faire monter Angel sur scène. Normalement, ça doit fonctionner. Et tu vas pouvoir partager ton écran et te mettre. Super, j'ai ton écran. Cool. Génial. J'ai l'impression que ça ne va pas très bien, la présentation. Là, ça a l'air pas mal. Ouais. Cool. Merci Théo et merci Lucille pour l'invitation. C'est super de pouvoir avoir des projets sur lesquels vous travaillez, et je pense qu'il y a beaucoup de trucs qui sont très alignés avec la vision d'ADA. Donc, pour vous présenter, qu'est-ce que c'est ADA et quelle est notre mission? Donc, ADA, c'est une école qui a la mission de rendre la tech plus féminine et plus humaine. Et ça, c'est via l'inclusion. Donc, nous, on a une vision qu'il faut chercher à former plus que des codeurs et des codeuses. Donc, dans cette formation, comme tu disais, Théo, c'est quelque chose de différent. C'est un parcours différent pour avoir une formation qui se concentre sur la partie collaborative. Pour nous, le code, c'est une expérience qui est collaborative, qui s'est fait en groupe. Et finalement, c'est donc très important de savoir travailler en équipe et d'avoir tous les soft skills qui sont liés à la communication. Et aussi, on est convaincu que le code, c'est une expérience qui est créative parce que ça nous permet c'est qu'un outil pour attaquer des sujets de fond comme le changement climatique, comme aussi les défis médicaux et tous les projets dont on a parlé plus tôt. Donc, on est convaincu qu'il faut donner la confiance à toutes les personnes pour pouvoir attaquer ces défis. Donc, en quelques chiffres, comment on fait pour avoir une tech plus inclusive? Donc, c'est 6 ans de recherche en pédagogie. On a travaillé avec des élèves qui se posent beaucoup de questions sur quel est le meilleur moyen de transmettre l'informatique. Cette transmission de connaissances, c'est quand même un domaine qui est assez jeune. Il y a beaucoup d'expériences qui sont encore en cours. Donc, on travaille avec eux pour petit à petit améliorer notre pédagogie et ouvrir ce type de formation à tout le monde. Donc, pour le moment, on a 70% des candidatures féminines. Donc, c'est vraiment l'objectif de ADA, c'est d'ouvrir cette formation à plus de femmes avec un discours qui est bienveillant, qui est inclusif et qui permet de donner à tout le monde leur place. Et pour le moment, c'est un établissement à Paris, qui est à côté de Bastille, où on a déjà accueilli 80 apprenantes et on a 3 rentrées par an. Donc, c'est des rentrées en mai, en mai, en octobre et en janvier. Donc, si vous connaissez des gens qui cherchent des formations pour apprendre à coder, vous connaissez maintenant les dates clés pour les prochaines rentrées. Très rapidement, on part du constat que l'informatique, il y a quand même un grand besoin de dev dans le monde. Je pense que vous le voyez aussi avec le côté plus data analyst, où il y a
il y a beaucoup de demandes de data analyst, de data engineer, et il y a beaucoup de projets qui n'arrivent pas à avoir des ressources pour faire ces projets. Donc, nous, on a trouvé des données où on dit qu'il y a plus de 200 000 emplois dans la tech d'ici 2022. Et si on considère Europe, c'est plus 700 000. Donc, déjà, on part du constat qu'il y a une énorme demande de développeurs. Et quand on voit l'offre qu'il y a derrière, donc il y a 40% de ces postes-là qui ne sont pas pourvus. Et en plus, parmi les postes qui sont pourvus, il y a 10% qui sont donnés à des femmes, parce que c'est le mix qui est actuellement. Et là, il y a le chiffre qui est un petit peu caché, mais c'est 90% pour les hommes. Donc, c'est là où ADA, c'est notre mission, c'est d'avoir plus de diversité dans les formations pour justement permettre à plus de femmes d'avoir des formations de développeurs et de répondre aussi à cette offre croissante pour les développeurs dans le monde de la tech. Là, donc on parle de ces constats-là et je voulais vous raconter un petit peu l'histoire aussi de comment on voulait créer un nouveau système éducatif. Donc, comme je disais au début, il y a une approche plus humaine de l'apprentissage. Donc, on veut que nos apprenantes et nos apprenants deviennent des développeurs qui sont épanouis dans leur entreprise. Donc, on leur donne des outils pour avoir de la confiance et pour exprimer tout leur potentiel créatif via le code. Il y a aussi un côté qui est très important pour nous, qui est apprendre par la pratique. Ça, c'est quelque chose qui est plus démocratisé parmi toutes les autres formations de code et de développement. On n'apprend pas en cours magistral à coder, c'est vraiment par la pratique et par les projets qu'on peut devenir des développeurs. Et finalement, ce qu'on veut, c'est comment on veut développer, on veut former plus que des codeurs et des codeuses. On forme des personnes qui sont en cohérence avec les limitations de la société, donc ils sont conscientes et conscients de tous les challenges qu'on a actuellement, type changements climatiques, médicaux et tous les autres changements qui sont là, et pour utiliser le code pour répondre à ces différents challenges. Donc, les paris de la pédagogie Dada, c'est former des personnes qui sont conscientes des des principes de programmation et pas juste des experts ou des expertes en un langage. Comme je disais aussi, le code est un outil au service d'autre chose. Donc, c'est juste une technique pour avoir un impact. Et finalement, programmer est un acte social. Donc, le code, il appartient à une équipe. C'est ensemble qu'on fait beaucoup de choses. Et c'est pour ça que nous aussi, on met l'accent beaucoup sur la communauté ADA. C'est vraiment avec cette communauté qu'on arrive à faire beaucoup de choses. Et je pense que c'est aussi ce que vous arrivez à faire très bien côté Data for Good et aussi l'attitude qu'on a vue un peu plus tôt. Donc, c'est côté communauté pour permettre de faire des choses avec beaucoup plus d'impact. Rapidement, en quoi consiste la formation ADA? Donc, c'est une formation en 21 mois, avec 9 mois qui sont faits à l'école et 12 mois d'apprentissage en alternance. Donc, pour nous, c'est hyper important d'avoir ce côté double, parce que c'est un des paris, c'est de professionnaliser et de préparer les apprenantes à travailler et à s'intégrer dans le monde de développement professionnel. Donc, comment ça marche, finalement, cette promesse de passer de quelqu'un qui n'a pas forcément un background technique et du coup une formation qui est ouverte à tous, à une formation à quelqu'un qui est développeur en entreprise après 21 mois. Donc, c'est via des projets et via des semaines plus théoriques où nous, on utilise notre pédagogie qui transmet l'autonomie et vraiment la transmission, comme je disais, c'est une expérience collaborative. Donc, comment on fait pour ensemble, au sein d'une promo, partager nos connaissances, partager les meilleures pratiques et en même temps développer l'autonomie pour travailler sur des projets et ensuite se spécialiser et valider petit à petit les compétences avec notre système de badge qui permet de valider des soft skills et des hard skills. Donc, tout ça pour finalement, au bout des 21 mois, pouvoir être développeur junior en entreprise. Et aussi, on propose une certification par l'État s'il y a besoin, avec un niveau de licence. Donc, juste pour finir, c'est vraiment hyper important pour nous ce côté professionnalisant, parce qu'on sait que nos apprenantes, comme c'est une formation qui est très inclusive et qui prend des profils très divers, il faut les préparer à ce monde de l'entreprise. On est très proche des différentes entreprises et scale-up françaises
pour pouvoir leur proposer une alternance et un CDI à la fin. Donc, ça, c'est 4 mots-clés qui résument les développeuses et développeurs Made in Ada. Donc, c'est adaptable, plusieurs langages qui permettent de s'adapter aux différents stacks et vraiment, comme je disais, comprendre les principes de la programmation au-delà de juste une technique. Autonomie, donc capacité de se former en continu et d'apprendre à apprendre. Informer pour justement savoir quel est l'impact et quel est le secteur dans lequel on veut travailler pour avoir un projet qui est très mûr pour devenir développeur. Et responsable, donc conscient, comme disait, que le code n'est qu'un outil au service d'un impact plus grand. Donc voilà, maintenant vous connaissez l'essentiel de Ada. Si vous connaissez des gens qui veulent se réorienter, reconvertir, c'est parfait et vous pouvez nous les envoyer. Trop bien, merci beaucoup. Il y a plein de questions. Une première là, dans le chat, c'est est-ce que Ada forme à faire du pair et du mob programming? Oui, complètement. Ouais, ça fait partie, c'est la base de notre expérience. Donc, pour vous donner 2 exemples, on a des semaines projet. Donc, c'est des semaines, enfin, c'est des sprints de 2 semaines où on travaille sur un projet. Par exemple, comment créer une data visualisation. Et avec ces projets, on fait que du mob programming, justement pour avoir cette côté, pas peur de se tromper, parce que pour nous, c'est la pratique, comme je disais, et à travers l'expérimentation et l'erreur qu'on progresse. Et justement, avec ça nous permet aussi de avoir le côté groupe, expérience et se détacher le code qu'on est en train de produire et avoir ce côté no-ego code. Et pour la partie pair, évidemment, ouais, aussi, on a beaucoup de pair programming, plus pour les semaines où on aborde des notions plus théoriques, où on fait des exercices en binôme. Trop bien. Justement, j'ai une question un peu là-dessus. Concrètement, comment vous arrivez à faire en sorte que votre enseignement soit différent? Est-ce que tu as un exemple très concret qui fait que vous avez réussi à rendre l'accès à la tech plus inclusif? Je vais te donner l'exemple du premier projet qui est assez parlant parce qu'il est très visuel. C'est un jeu vidéo qui s'appelle Pico 8. Donc, c'est le projet où soit c'est la deuxième ou la première semaine de la formation. Et on crée des groupes de 4 personnes qui n'ont jamais codé avant. Et on les met devant ce projet qui est assez facile à prendre en main pour le code. Et au bout de 2 semaines, on a des projets qui sont hyper divers et qui permettent vraiment de montrer la créativité des personnes. Donc, il n'y a pas besoin d'avoir des backgrounds techniques avec ces projets. 2, on commence à avoir les différentes possibilités de créativité avec le code. Donc, il y avait par exemple un projet qu'on avait fait cette année où les apprenantes avaient fait un jeu vidéo pour se débarrasser de tous les harceleurs du monde. Donc, il y avait ce côté engagé, créatif pour faire ce jeu vidéo. Et à la fin, il y a un truc qui est hyper important pour nous et qui vraiment rend cette inclusion possible, c'est de donner confiance aux personnes. Il y a souvent un syndrome de l'imposteur pour toutes les personnes qui n'ont jamais fait du code avant. Et le fait de faire ces projets-là avec le soutien du groupe et de voir la réalisation au bout de 2 semaines, ça fait qu'on commence à prendre confiance et on voit que c'est accessible à tout le monde et que n'importe qui peut devenir développeur ou développeuse. Trop bien. Une dernière question peut-être. Est-ce qu'il y a un ADA Data School? Est-ce que vous allez aussi former des data analysts, des data scientists? Est-ce qu'on va pouvoir faire des projets ensemble? Alors, pas encore, mais c'est dans le tuyau. Pour le moment, ce qu'on fait, c'est une formation généraliste qui est full stack, donc côté back, front, et un petit peu de bases qui permettent de faire de la data. Mais dans le futur, on voudrait éventuellement faire une formation plus orientée data. Ok, génial. De toute façon, maintenant, on n'a pas que des projets data. On a vu ce soir qu'il y avait aussi des besoins de tout type de développeurs, que ce soit data, back, front, tech, UX design et compagnie. Donc, en fait,
ça a tout à fait un sens. Et on a hâte de faire des choses ensemble aussi sur ce sujet. Peut-être une dernière question de Benoît qui demande si vous formez au langage ADA. Je ne savais pas que ça existait. Malheureusement, non, il n'y a pas de projet ou des notions théoriques sur le langage ADA. Mais oui, effectivement, il existe. Bon, comme il n'est pas très utilisé en entreprise, pour le moment, on ne l'utilise pas trop dans nos projets. On fait plutôt du Python, JavaScript, du C, du Java aussi, mais pas de ADA malheureusement. Merci beaucoup. Je te propose peut-être de répondre aux questions d'après sur Twitch s'il y en a encore. N'hésitez pas à en poser d'autres. Merci d'être venu, de nous avoir présenté cette super initiative. Et on espère que peut-être on va vous ramener des nouvelles apprenantes au sein de l'école et on se reverra clairement pour des projets ensemble, ça c'est sûr. Merci encore. Je vais accueillir maintenant Pierre, que je surprends en train de boire de l'eau, qui va nous présenter le dernier projet de la soirée, la dernière histoire avec Open Food Facts. Hello Pierre, on s'est vu pas mal récemment. Bonsoir. De te retrouver et pour que tu me racontes tout sur Open Food Facts. Du coup, je vais vous présenter alors Open Food Facts. Peut-être certains d'entre vous connaissent. Et pour ceux qui connaissent déjà et qui se disent il va faire le même diaporama que d'habitude, en fait, la présentation est assez exclusive. C'est une toute nouvelle présentation. Je vais vous présenter Open Food Facts pour ceux qui ne le connaissent pas assez rapidement et ce qu'on fait, donc ce que l'association fait. Et puis, je vais vous présenter quelques autres petites choses qu'on fait, qu'on est en train de faire en ce moment, notamment sur le non-alimentaire avec Open Product Fact et les cosmétiques avec Open Beauty Fact. Et enfin, je conclurai sur, peut-être en tant que data scientist, quelques trucs et astuces que j'ai appris au fur et à mesure des années. Et si vous voulez lancer votre propre projet Open Data, votre propre projet Open Source, des trucs qui peuvent être intéressants. Et enfin, je vous ferai un petit récap aussi sur ce qu'on a fait et ce qu'on envisage de faire avec Data for Good. Donc, Open Food Facts, c'est parti de cette idée complètement dingue. En 2012, on s'est dit on va rassembler tous les produits alimentaires, toute l'information des produits alimentaires dans une énorme base de données pour permettre aux gens de faire des choix plus éclairés avec cette idée que l'information sur les produits n'est pas très transparente et que c'est difficile de choisir ce qu'on mange. On répond à plusieurs objectifs de l'ONU, du développement durable. Déjà, arriver à être en bonne santé, le bien-être physique, avec donc tout ce qu'on fait sur le Nutri-Score. Une consommation et une production responsable, donc aider la transition vers une consommation et une production responsable. Et enfin, l'objectif 13, aider à la lutte contre le changement climatique avec ce qu'on fait depuis le 6 janvier dernier sur l'éco-score. Donc, c'est vraiment l'idée de simplifier les choix au supermarché. Moi, personnellement, le tableau nutritionnel, je ne l'ai jamais compris, c'est resté une abstraction totale. Donc là, l'idée, c'est est-ce qu'on peut collecter les photos des tableaux nutritionnels, les structurer et peut-être afficher ça de manière plus simple. Donc, on est dans la veine de Wikipédia, des projets collaboratifs, OpenStreetMap, etc. Donc, si on peut créer une encyclopédie libre en ligne dans toutes les langues que Wikipédia comprend, pourquoi on ne pourrait pas faire ça sur l'alimentation? Et donc, ce faisant, transformer le système alimentaire en le rendant plus transparent. C'est ce principe que seul dans ce rayon de supermarché, on est complètement démunis, mais collectivement, si on se met tous ensemble, et c'est la méthode d'Open Food Facts, c'est la collecte citoyenne d'informations, on peut transformer radicalement le système alimentaire, donc s'organiser pour peser sur la santé, sur l'environnement, et donc, in fine, sur le système alimentaire. Et la méthode, qui était assez neuve à l'époque, en 2012, on a lancé là un an plus tard, en 2013, c'est utiliser son téléphone pour passer à l'action. Et donc, du coup, une fois qu'on a collecté la donnée, qu'on l'a structurée, on peut afficher des trucs qui maintenant nous paraissent complètement naturels en France, mais qui ne le sont pas encore sur une bonne partie de la planète et qui ne l'étaient pas en 2012. Le Nutri-Score sur la qualité nutritionnelle, le Nova sur les aliments ultra transformés qui posent des problèmes pour la santé, l'EcoScore sur l'environnement et plein d'autres trucs sur le végétarien, etc.
Pour vous donner une idée, voilà une photo qu'on avait prise en 2015 quand on a commencé à calculer ce qui s'appelait le score 5 couleurs à l'époque. Donc un contributeur avait pris le rayon biscuit et il s'était amusé avec Photoshop ou GIMP à rajouter tous les scores, les scores 5 couleurs à l'époque, futur Nutri-Score, sur les paquets. Et voilà, et on pouvait afficher ça sur l'app Open Food Fact. Et maintenant, ce qui est fou, c'est qu'on passe d'un truc digital, donc de la data, des trucs numériques, à des trucs physiques. Donc là, vous l'avez tous vu en France, hein, c'est le Nutri-Score dans tous les rayons, alors qu'il faut, c'est à noter, il n'est toujours pas obligatoire. Donc là, le Parlement européen est en train de débattre dessus, mais c'est toujours pas quelque chose d'obligatoire. Donc ça vous montre un peu la puissance de la donnée. Et sur le Nutri-Score, on a eu pas mal d'impact. Effectivement, ça a démarré avec ce score 5 couleurs sur l'époque 15 000 produits, ce qui maintenant paraît un peu ridicule, mais qui était énorme à l'époque. On l'a affiché dans tous les pays du monde, pas uniquement la France. On s'est dit, mais par exemple, Mexico, qui a le plus fort taux de prévalence d'obésité au monde, pourquoi ils n'auraient pas le droit aussi au Nutri-Score? On a mis en place aussi une stratégie d'open data et d'écosystème. Donc, il y a plein d'apps que vous utilisez peut-être. Donc, l'app officielle d'Open Food Fact que vous voyez là, mais aussi toutes les apps dérivées qui se sont servies des données pour pouvoir permettre aux gens de mieux manger. Et voilà, in fine, cet affichage dans le monde réel, donc passer du virtuel au réel. Et encore mieux, les producteurs améliorent leurs produits. C'est-à-dire que les produits qui sont mis sur le marché maintenant sont plus sains. Donc, c'est comme un navigateur Internet, en fait. Les choix par défaut deviennent meilleurs. Donc là, typiquement, le truc qu'on va retrouver au supermarché devient meilleur et ça bénéficie même aux gens qui ne sont pas dans le numérique, vos grands-parents, des gens qui ne choisissent pas de scanner, etc. Même si c'est du coup d'une contrainte pour les producteurs, on passe à un argument marketing. C'est-à-dire que les producteurs finissent par améliorer leur Nutri-Score et ils le font savoir dans leur pub. Donc, par exemple, le Savane qui explique qu'ils ont amélioré leur Nutri-Score de D à C sur leur cake. Alors, du coup, voilà ce qu'on peut avoir en termes d'impact sur la santé, qui est le premier pilier d'Open Food Fact. Et avec Data for Good, du coup, dès 2018, on a commencé à se dire et l'environnement dans tout ça. Depuis 2012, les gens nous demandent sur l'empreinte carbone, et alors, du coup, il est bon pour la santé, mais alors, sur la planète, qu'est-ce que ça donne? Donc, avec Data for Good, on avait commencé un premier truc expérimental sur 10 000 produits. On avait tenté de calculer l'impact de la viande. Donc, ça avait très bien marché. En une saison, on était arrivé à sortir un premier impact. Et on a continué notre bonhomme de chemin. Parce qu'en fait, pour pouvoir calculer un impact environnemental, il faut beaucoup de données. Il faut beaucoup de données. Donc, du coup, la deuxième saison qu'on a faite avec Data for Good, on s'est attaqué à l'extraction de données. Donc, typiquement, 3 photos et c'est tout, avec l'idée de pouvoir calculer la catégorie, les labels environnementaux, comme là, vous voyez peut-être en tout petit le logo bio, etc. Donc, vraiment démultiplier la donnée qu'on pouvait extraire des photos. Et enfin, le clou dans le cercueil, entre guillemets, ça a été la 3e saison qu'on a fait avec Data for Good, où là, on a préparé pendant toute une saison, c'était au moment de la première vague de Covid, on a préparé le lancement de l'EcoScore, donc avec encore de l'extraction de données et de la préparation, notamment avec les données de l'ADEME. Parce que cet impact environnemental, c'est énorme. C'est 1/3 des émissions de carbone, c'est l'alimentation. Donc, ça vaut le coup de faire quelque chose. Et donc, à la suite de cette saison, on a lancé l'EcoScore, avec de nombreux acteurs que vous ne reconnaîtrez pas sûrement. Donc, cette note de A à E. Et 1 an plus tard, on a déjà de l'impact. Donc, l'EcoScore, ça se base sur les travaux de l'ADEME, ce qu'on appelle de l'analyse de cycle de vie. Donc, c'est globalement quelles vont être les émissions carbone au cours de la vie d'un produit, de sa création jusqu'à sa distribution en supermarché. Et on rajoute des bonus-malus sur, par exemple, l'huile de palme, le mode de production, etc. Nous, on n'est pas une start-up, on est une association, et on est une association d'open source et d'open data. Donc, du coup, il y a des principes qui sont ceux de Data for Good, d'ailleurs. On veut que ce soit des outils ouverts pour impliquer tout le monde. C'est-à-dire que le maximum d'impact. Le deuxième truc très important, c'est la méthodologie des données ouvertes. On vit dans un monde de fake news, donc c'est important qu'on soit complètement transparent sur le truc.
On fait partie du coup de l'expérimentation qui est en cours gouvernementale sur l'affichage environnemental et on veut aller vers plus d'individualisation des calculs parce que là, on est encore sur les moyennes de l'ADEME et puis l'étendre parce que c'est un droit fondamental de s'informer sur ce qu'on mange et sur l'impact de ce qu'on mange. Donc voilà, on l'a lancé sur 280 000 produits. Là, on vient de le lancer à l'international, donc pour permettre à plus de monde d'en bénéficier. Et il y a déjà des producteurs qui veulent l'afficher sur leurs produits. J'étais à la COP il y a quelques semaines, et typiquement, dans le Lidl, juste à 300 mètres du centre de conférence de la COP, il y avait déjà, moins d'un an après, des Lidl qui affichaient l'éco-score à titre expérimental sur ces rayons. Pour vous donner une idée, le Nutri-Score, ça a mis plusieurs années. Là, en moins d'un an, on a déjà des producteurs qui l'affichent. C'est rassurant de voir qu'il y a, du coup, le monde de la distribution se bouge plus vite que sur la nutrition. Donc voilà, ça c'est les chiffres sur Open Food Fact. Nous, on est très fiers, c'est probablement le 5e chiffre dont on est le plus fier. C'est tous les papiers scientifiques qui sont basés sur Open Food Fact. Donc c'est une base pour les utilisateurs, pour mieux choisir, mais c'est aussi une base pour la recherche scientifique pour faire progresser la science. Et ça, la communauté d'Open Food Fact, on est très fiers. Voilà. On a du soutien aussi maintenant de Santé publique France sur la question du Nutri-Score, parce que c'est pas juste le Covid, Santé publique France, c'est aussi la santé nutritionnelle des Français. Et puis sur l'éco-score, on a le soutien de la Fondation philanthropique de Google pour nous aider à l'étendre. Mais le truc le plus fondamental et qu'on essaye de faire monter comme pour Wikipédia, c'est les dons du public pour qu'on puisse avoir une pérennité à long terme. Le deuxième projet, je vais passer très rapidement, c'est Open Beauty Fact. Donc on a lancé ça aussi sur les cosmétiques pour permettre de détecter des substances problématiques. Donc un projet à peu près similaire, un peu plus petit. Et le troisième projet, c'est Open Product Fact. Et là, on essaye d'étendre justement la question de l'environnement à tous les autres objets. Donc, c'est encore un projet en cours d'incubation, mais qui a beaucoup de potentiel. On essaye de modéliser tous les objets qui peuvent exister dans le monde. On en a recensé plus de 40 000 catégories. Par exemple, un canard gonflable à chevaucher. Comment modélise-t-on ça? Des iPhones et l'impact environnemental de l'électronique. Et on espère que du coup, en ayant plus de données structurées, on va pouvoir permettre de faciliter l'économie du réemploi, de la réparation, ce genre de choses. Donc là, typiquement, voilà, un projet en Python qui permet de modéliser à peu près n'importe quoi, la gémine en poule, par exemple. Mais ça peut être, par exemple, un iPhone mini avec l'indice de réparabilité, ce genre de choses. Donc, l'idée, c'est justement de pouvoir avoir des scores comme l'éco-score, mais carrément sur tout le reste de la... Et ça, c'est important parce que ça va devenir obligatoire. Hein. Ça a été voté dans une loi en France. Donc, du coup, cet affichage environnemental, il va devoir être créé, il va devoir débarquer même au-delà de l'alimentation. Voilà. Et je me rends compte que je suis déjà à 12 minutes, donc je vais faire vite sur la fin. Je vais vous soulever le capot un peu d'Open Food Fact et vous montrer un peu comment on traite de la donnée. Donc, c'est un truc que j'ai jamais... mais voilà, je vous le fais. Comment on part de données brutes, donc de photos, typiquement, de vidéos ou de PDF que nous envoient les producteurs. Comment on les passe à nos moulinettes d'OCR et de regex. Et aussi ensuite avec des modèles de machine learning. Donc ça s'appelle Robotov sur Open Food Fact. Et ensuite, on crée ce qu'on appelle de la donnée primaire. Donc c'est de la donnée brute, comme par exemple la liste des ingrédients. Et à partir de cette donnée primaire, on lui rajoute des couches d'analyse et de valeur pour arriver sur la donnée secondaire, des données dérivées, qui permettent, par exemple, de calculer des choses comme les scores, voire même de la connaissance. Donc, passer du juste il y a de l'huile de palme à qu'est-ce que ça veut dire pour la planète, voire même de la connaissance personnalisée, par exemple, dans les cas des allergènes. Et ces données dérivées, on peut le faire avec des algorithmes, mais aussi en fusionnant Open Food Fact avec des bases de données externes. Donc voilà, ça, c'est des données brutes, typiquement le tableau nutritionnel, les origines des ingrédients. Et la donnée dérivée, ça peut être ça, par exemple. Donc ça, c'est une carte d'Europe qu'on est capable de faire avec de la donnée publique sur toutes les usines d'Europe. À gauche, vous avez une petite exclusivité, c'est la future interface de l'appli Open Food Fact, avec justement ces origines
ces origines qu'on peut mettre en valeur et du coup, arriver de données factuelles sur l'environnement à des choses comme par exemple des équivalents en voiture et ce genre de choses. Donc vraiment passer des faits à de la connaissance et de la connaissance qui est pertinente. Il y a aussi la possibilité, du coup, si vous voulez faire votre propre projet, de créer de la connaissance depuis la donnée. Donc c'est par exemple, vous partez de données brutes comme les formes d'emballage, les matériaux, les consignes de tri, et vous pouvez calculer une donnée dérivée qui est la recyclabilité. Donc, quand vous avez de la donnée brute, il faut toujours penser comment je peux la raffiner, comment je peux la rendre encore plus intéressant. Donc là, par exemple, on est capable de calculer l'impact du packaging. Et bon, ça, c'est des questions aussi pas mal de données ne sont pas libres. Donc, comment vous pouvez créer de l'impact avec de la donnée? Donc, vous pouvez créer des jeux de données. Donc ça demande beaucoup d'argent, généralement. Mais sinon, si vous trouvez des jeux de données sur Internet, vous pouvez aussi les nettoyer. Donc, des jeux de données inexploitables, vous pouvez leur donner de la valeur en les nettoyant, éventuellement en les reliant à d'autres jeux de données. Donc, par exemple, de la donnée privée avec de la donnée publique, deux jeux de données publiques entre eux, etc. Si le propriétaire de la donnée ne veut pas la communiquer, vous pouvez faire ce qu'on a fait avec OpenFootFact, c'est-à-dire la recréer ex nihilo. Et du coup, forcer in fine le propriétaire de la donnée à l'ouvrir, parce que c'est une démonstration par l'absurde. Vous pouvez agréger des jeux de données, donc par exemple des jeux de données de communes et faire un jeu de données national. Vous pouvez utiliser du machine learning pour créer des jeux de données à partir de photos. Vous pouvez créer des scores, donc nous, c'est ce qu'on fait aussi avec OpenFootFact. Et il y a un truc aussi pour les plus juristes d'entre vous, il y a la CADA en France qui vous permet de demander l'accès à des documents administratifs. Donc, les codes sources et les jeux de données publics sont des documents administratifs, donc vous pouvez les réclamer de cette manière-là. Évidemment, vous pouvez combiner toutes ces techniques et faire des projets assez sympas. Et donc, pour finir, je vous donne juste les liens pour pouvoir contribuer à OpenFootFact. Donc, voilà, vous pouvez faire, il y a plein de choses qui sont possibles, hein, la simple contribution au développement. On a de quoi s'amuser dans toutes les technos, Flutter, Python, HTML, JS, etc. Donc slack.openfootfact.org si vous voulez rejoindre la communauté pour s'auto-inviter. Voilà. Et puis je passe sur ce qu'on aimerait bien faire sur la prochaine saison. On a plein d'idées, donc n'hésitez pas. Et voilà, j'en ai terminé. Trop bien, merci Pierre. Bon, on a un peu dépassé comme d'hab. Je pense qu'on n'arrivera jamais à tenir en moins d'1h30. À partir de la prochaine, on va mettre 1h30. Quoi qu'on fasse, on fait quand même 1h30. Mais je pense qu'on buvait tes paroles parce que c'est impressionnant tout ce que vous avez fait depuis 2012. Du coup, c'est ça. Bientôt les 10 ans. C'est ça. On va fêter les 10 ans dans quelques mois. On va lancer la nouvelle app à cette occasion-là. Donc, une nouvelle app vraiment beaucoup plus personnalisée. Qui détruira pas les données personnelles, mais qui sera néanmoins personnalisée, et qui sera aussi beaucoup plus pédagogique. C'est-à-dire que l'idée, c'est qu'on pourra même expliquer des notions simples, soit à des enfants, soit à des adultes, etc. Très bien. Je pense que du coup, 10 ans, c'est une bonne occasion de faire quelque chose pour une saison 10. Ça me semble pas mal. Donc, je pense qu'on aura des news d'OpenFootFact côté Data for Good d'ici peu. Peut-être juste une question, parce qu'il y en a plusieurs, mais si tu as le temps de répondre aux autres après dans le chat, ce serait génial. C'est concrètement, vous avez créé quelque chose qui est parti, on va dire, du consommateur, de la contribution personnelle, et qui, on voit, est en train de changer aussi au niveau maintenant institution, État. Comment on arrive à ce point-là, à partir des gens pour remonter à quelque chose qui devient de la régulation? Et si tu as un mot à nous dire justement sur la discussion que tu as avec les différents ministères, ce que tu faisais à la COP, est-ce que ça joue aussi sur ces questions-là? Ouais. Alors, je ne suis pas sûr d'avoir la réponse. On a fait une longue traversée du désert avant d'avoir de l'impact, c'est-à-dire que la collecte de données a mis beaucoup de temps. Très tôt, on a voulu impliquer aussi les ministères parce qu'ils ont en fait, OpenFootFact bénéficie d'un environnement réglementaire qui est favorable en Europe. C'est-à-dire que typiquement, en Europe, il y a des lois sur l'affichage alimentaire. Typiquement, avoir tout le tableau nutritionnel qu'on a en Europe, on prend ça pour acquis
mais si on n'avait pas cette loi-là, on ne pourrait pas calculer le Nutri-Score, typiquement. Et même chose pour l'éco-score. Si on n'avait pas l'acteur public qui finance une base de données d'ACV, je vois ça dans les questions, voilà, qui finance sur les deniers publics de l'ACV, on ne pourrait pas faire l'éco-score. Donc, on a la chance en France d'avoir un environnement favorable. Et du coup, nous, on fait des trucs avec l'open data et on a vraiment voulu, typiquement sur le professeur Egbert qui a créé le Nutri-Score, on lui a demandé la formule, tout bêtement, par mail. Il nous l'a filé et après, on a accompagné le Nutri-Score au truc de sa croissance. Et c'est ça qui nous a rendu notable. Et du coup, maintenant qu'on est dans un deuxième score avec l'environnement, du coup, on est dans les radars. Je ne sais pas si ça répond vraiment à la question, mais c'est probablement quelque chose qui est utile. L'alimentation, c'est une passion en France, c'est-à-dire que c'est utile pour la santé publique et c'est aussi une passion nationale. Donc, du coup, c'est probablement pour ça aussi qu'on est passé sur les radars. Et sur la COP, on essaye de porter le sujet de l'affichage environnemental que l'Union européenne va mettre dans sa loi vers 2024, donc la stratégie Farm to Fork. Donc, l'alimentation, c'est 30% des émissions de carbone. Donc, c'était un sujet à la COP. C'est pour ça qu'on y allait pour porter le message. C'est pas encore gagné, mais du coup, on a pu aussi faire des connexions avec d'autres acteurs qui sont engagés sur ce sujet-là. Et donc, on espère qu'on va voilà. De toute façon, vous pourrez éventuellement faire votre retour à vous de COP. C'est un peu frustrant parce qu'on ne va pas changer le monde en 24 heures, mais en même temps, il y a des gens motivés et du coup qui s'intéressent au même sujet que nous sur l'impact de l'alimentation. Et donc, on peut faire avancer les choses. En tout cas, ça avance. Moi, je suis plutôt un optimiste. Hein. Ça avance quand même beaucoup plus vite que par exemple, sur l'environnement que sur la santé. Trop bien, génial. Merci beaucoup. Je pense qu'on ne va pas trop faire de questions en plus, parce qu'après 1h30, ça va être difficile pour tout le monde après une journée de travail. S'il y a même le temps de répondre à 2-3 questions, Naël, sur Open Pet Food Facts et sur l'ACV dans les matériaux de construction, ce serait génial. Merci à tous d'avoir assisté du coup à ce 3e Monthly Martin. On est super content de ce format. On espère que vous avez appris plein de choses et que ça vous a donné envie de participer aux différents événements et aux différents projets de l'association. Pour ça, c'est super simple. On va envoyer de toute façon une communication demain avec le replay de cet événement, avec les liens pour rejoindre les différents projets, avec les informations qui ont été mentionnées dans la journée. On va mettre ça sur tous les réseaux sociaux, sur les différents Slack. Mais si jamais vous n'êtes pas sur le Slack, il suffit d'aller sur dataforgood.fr/join pour rejoindre la communauté parce que c'est là que tout se passe. Mais sinon, restez attentifs aux communications et vous aurez des nouvelles de ce Monthly Martin. Merci à vous. Passez une bonne fin de soirée. Bon appétit pour ceux qui ne sont pas en train de manger en même temps. Et on vous retrouve pour nos prochains événements. Idéalement, le mercredi 8 décembre pour boire une bière. Pour ceux qui sont à Paris, on y croit assez peu avec l'épidémie. On verra ce qui se passe, mais on vous tient au courant. Merci beaucoup.